Nash Whittaker s'engaga dans l'allée de gravier et coupa le moteur. Son service à l'entrepôt l'avait épuisé, mais Ellis sautillait dans son siège d'appoint, pointant du doigt les carillons éoliens suspendus au porche de Marlène. « Je peux sonner le grand jour, papa ?» demanda grand-mère Marlène en premier. Nash sortit et ouvrit la portière d'Ellis. Sa fille de 8 ans attrapa son sac à dos violet et se précipita vers le perron. Romy se tenait côté passager de son pick-up, les pouces sur l'écran de son téléphone. Elle n'avait pas levé les yeux depuis qu'ils avaient quitté la maison 20 minutes plus tôt. « Depuis combien de temps déjà ?» demanda Nash. « Pendant des jours. » Les yeux de Romy restèrent rivés sur son téléphone. « Peut-être 5. Ça dépend du travail. » Nash fronça les sourcils. « Quel travail ? Tu as pris des vacances, des trucs de conférence. » À la dernière minute. Elle leva finalement les yeux, mais son regard glissa par-dessus son épaule vers la porte d'entrée de Marlène. Ellis va s'amuser. Maman a prévu des activités. La porte d'entrée s'ouvrit. Marlène sortit sur le porche, les bras grands ouverts vers Ellis. Voilà ma douce fille. Tu as apporté ton matériel de dessin ? Ellis courut se jeter dans les bras de sa grand-mère. J'ai tout apporté. Papa m'a aidé à emballer les bons crayons. Le sourire de Marlène s'accentua en voyant Nash approcher. Nash, merci de l'avoir amené. Pas de problème. Il tendit son sac de voyage à Ellis. Sois sage pour grand-mère. D'accord. Ellis lui serra les jambes. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon enfant. Nash retourna au camion. Romy était déjà sur le siège passager. Le téléphone lui colla l'oreille. Non, mardi, c'est mieux, dit-elle au téléphone. Mercredi s'il le faut. Nash démarra le moteur. Et qui était-ce ? Romy raccrocha et laissa tomber le téléphone sur ses genoux. Des trucs de boulot, rien d'important. Le trajet du retour se prolongea en silence. Romy regarda par la fenêtre, les doigts tambourinant sur sa cuisse. Nash essaya à 2 reprises d'entamer la conversation sur leur projet de week-end, sur la liste de courses, sur n'importe quoi. Chaque tentative s'éteignit après ses réponses d'un seul mot. Ce soir-là, Nash trouva Romy dans leur chambre, son ordinateur portable ouvert sur le lit. Elle le referma brusquement à son entrée. « À comment s'est passée la journée ?» demanda-t-il en retirant ses bottes. « Bien. » Elle glissa l'ordinateur portable sur sa table de chevet. « Je suis fatigué. Longue journée. » Nash hocha la tête et se dirigea vers la douche. À son retour, Romy était déjà sous les couvertures, le dos tourné. Sa respiration était trop régulière, trop contrôlée. Elle ne dormait pas encore qu'ils soient allongés dans le noir, à écouter la maison se calmer autour d'eux. Quelque chose avait changé ces dernières semaines. Les sourires de Romy se faisaient plus lents, voire absents. Son rire semblait forcé. Elle travaillait tard plus souvent, commençait à trouver des raisons de sortir. Nash fixa le plafond et essaya de déterminer quand cela avait commencé. Lorsque sa femme était redevenue une inconnue pendant des jours, il se gara devant la maison de Marlène. Ellis s'assit sur les marches du porche, sac à dos à ses pieds, les yeux rivés au sol. Lorsqu'elle aperçut le camion, elle marcha lentement jusqu'au bord du trottoir. « Salut, ma puce. » Nash sortit et ouvrit la portière. « À comment s'est passé ton séjour ?» Ellis grimpa dans son siège rehausseur sans répondre. Nash jeta un coup d'œil vers la maison. Marlène se tenait dans l'embrasure de la porte et observait. Elle leva la main pour un bref signe de la main et disparut à l'intérieur. « Tout va bien ?» demanda Nash en ajustant la ceinture de sécurité d'Ellis. Ellis hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur ses genoux. Le trajet du retour fut silencieux. D'habitude, Ellis bavardait sur ses aventures chez Marlène, mais ce jour-là, elle regardait par la fenêtre, tirant sur la sangle de son sac à dos. Romy était dans la cuisine en train de couper des légumes pour le dîner. Elle sourit à Ellis lorsqu'il entra, mais son sourire semblait figé. « Tu t'es bien amusé, ma puce ?» Ellis haussa les épaules. « C'était bien. Juste bien. » Grand-mère dit, « Tu as fait des bracelets d'amitié. » Oui. Ellis se dirigea vers l'escalier. « Je vais dans ma chambre. » Nash regarda leur fille disparaître à l'étage. Elle a l'air absente. Elle est fatiguée. Romy racla les légumes dans une poêle. 4 jours, c'est long pour un enfant.
Ce soir-là, Nash borda Ellis. Elle était restée silencieuse pendant le dîner, déplaçant la nourriture dans son assiette sans trop manger. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il en lui lissant les cheveux en arrière. Ellis leva les yeux vers lui, ses yeux bruns sérieux. « Papa, oui, ne retourne pas dans cette maison. » Nash sentit un froid lui monter à l'estomac. « Et quelle maison, mon petit ?»« Chez grand-mère. » Ellis passa la main sous son oreiller et sortit son iPad. « Tu ne devrais pas y aller. » Elle appuya plusieurs fois sur l'écran, puis lui tendit la tablette. Une vidéo était déjà chargée, arrêtée sur une image granuleuse de la chambre d'amis de Marlène. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nash. « Je jouais avec l'application appareil photo. Je ne voulais rien enregistrer. » La voix d'Ellis se réduisit à un murmure, mais j'entendis maman rire et sa voix était différente. Alors, j'ai regardé Nash jouer. La vidéo tremblait, filmée à travers une fente de la porte de la chambre d'amis. Des voix provenaient de quelque part hors champ, dans ce que Nash reconnut comme le salon de Marlène. Incroyable à quel point il était désemparé. C'était la voix de Romy, mais plus légère, d'une certaine manière. Plus heureuse que Nash ne l'avait entendue depuis des mois. Les hommes comme Nash ne la voient jamais venir. Une voix d'homme inconnu que Nash resserra sur l'iPad. La caméra se déplaça et Nash les vit. Romy était assise sur le canapé de Marlène, à côté d'un homme grand aux cheveux noirs. Il avait un bras autour de ses épaules. Sous le regard de Nash, l'homme se pencha et l'embrassa. Romy lui rendit son baiser, ses mains remontant jusqu'à son visage. « Oh mon Dieu, j'ai raté ça » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Encore un peu » dit l'homme. « Une fois que les papiers seront prêts. »« Les papiers ?» Romy se recula légèrement. Point. La voix de Marlène provenait de quelque part hors champ. Préparez les papiers avant qu'ils ne les sentent. Plus tôt on fera bouger les choses, mieux ce sera. Silu a raison, dit Romy. Nash ne se doute de rien. Il est tellement concentré sur son travail, sur son rôle de bon mari et de bon père. Il ne voit pas ce qui est juste devant lui. Le Silu de l'homme rit. Pauvre con. La vidéo s'arrêta. Nash fixait l'écran noir, le cœur battant la chamade. L'iPad tremblait dans ses mains. Papa. La voix d'Ellis semblait venir de très loin. Tu vas bien? Nash se força à respirer, à réfléchir, à rester calme pour sa fille. Ouais, ma puce. Je vais bien. Il posa l'iPad sur sa table de nuit. Tu as montré ça à quelqu'un d'autre? Ellis secoua la tête. Je ne savais pas si je devais le faire. J'en avais mal au ventre. Nash se pencha et l'embrassa sur le front. Tu as bien fait de me montrer ça, mais gardons ça entre nous pour l'instant. D'accord. Ellis se blottit plus profondément sous ses couvertures. Papa, maman a des ennuis. La gorge de Nash se serra. Ne t'inquiète pas pour les trucs d'adultes, ma chérie. Concentre-toi sur ton enfance. Après qu'Ellis se soit endormie, Nash était assis dans son bureau, les yeux rivés sur son iPad. Il avait regardé la vidéo 3 fois de plus, chaque visionnage confirmant ce qu'il avait vu. Sa femme, avec qui il était marié depuis 10 ans, préparait quelque chose avec sa mère et un homme nommé Silas. Quelque chose qui nécessitait des papiers, quelque chose que Nash n'était pas censé sentir. Il ouvrit son ordinateur portable et créa un nouveau dossier dans son cloud. Il l'intitula « Assurance » et téléversa le fichier vidéo. Puis il fit 2 autres copies sur des disques durs séparés, les cachant dans différentes pièces de la maison. Lorsqu'il se coucha, Romy dormait ou faisait semblant. Nash, allongé dans le noir, repassait chaque conversation du mois écoulé. Chaque nuit tardive au travail, chaque appel téléphonique inexpliqué. Chaque fois qu'elle s'était montrée distante ou distraite, les signes étaient là. Il n'avait simplement pas voulu les voir. Les 2 semaines suivantes passèrent comme une étrange danse. Nash allait travailler, rentrait, dînait en famille. Il aidait Ellis à faire ses devoirs, regardait des films avec Romy, maintenait une routine de vie normale. Mais en dessous, il observait, il écoutait. Il notait que le téléphone de Romy vibrait constamment maintenant. Elle prenait des appels dans la salle de bain, dans le garage, partout où Nash ne pouvait pas entendre. Elle avait commencé à aller à des cours de yoga 3 soirs par semaine, rentrant à la Maison Rouge et pleine d'énergie comme Nash ne l'avait pas vue depuis des années. « À comment s'est passé le cours ?» demandait-il.
Super. Vraiment difficile ce soir. Elle se dirigeait directement vers la douche sans croiser son regard. Nash était passé 2 fois devant le studio de yoga. La voiture de Romy n'était jamais garée sur le parking. Il commençait à prêter plus attention à son téléphone lorsqu'elle le laissait sans surveillance. Les journaux d'appel étaient effacés chaque jour. Les fils de discussion s'arrêtaient brusquement, comme si des conversations entières avaient été supprimées. Mais Romy avait toujours été négligente avec la technologie. Un jeudi soir, alors qu'elle prenait sa douche, Nash remarqua que son ordinateur portable était toujours ouvert sur le plan de travail. L'économiseur d'écran était actif, mais en déplaçant la souris, une application de calendrier était visible. La plupart des entrées étaient normales. Les activités scolaires d'Ellis, les rendez-vous chez le médecin, les courses. Mais le vendredi à 18 h, une entrée glaça le sang de Nash. Café Canyon Café S. Nash mémorisa les détails et ferma un ordinateur portable. Le lendemain, Romy se fit porter pâle au travail. Elle passa la matinée au lit, se plaignant de maux de tête et de nausées. « Le pauvre bébé », dit Nash en lui apportant du thé et des toasts. « Je devrais aller chercher des médicaments en rentrant. »« Non, ça ira. J'ai juste besoin de repos. » Elle se blottit plus profondément sous les couvertures. « Ne t'inquiète pas pour moi. » À 17h45, Nash était assis dans son camion en face du Canyon Café. À 17h52, la Honda bleue de Romy s'est garée sur le parking. Elle en est sortie vêtue de la robe noire qu'elle trouvait trop élégante pour être portée tous les jours, les cheveux coiffés en vagues lâches. La T556, une BMW argentée, était garée à côté de sa voiture. L'homme qui en est sorti était grand et brun. Même de loin, Nash l'avait reconnu grâce à la vidéo d'Ellis. Silas. Nash les regarda s'enlacer sur le parking. Pas une brève étreinte d'amis, mais une étreinte prolongée d'amoureux. La main de Silas reposait dans le bas du dos de Romy tandis qu'ils entraient ensemble au café. Nash rentra chez lui et attendit. Romy revint à 21h30 avec des sacs de plats à emporter d'un restaurant de l'autre côté de la ville. Se sentant mieux, demanda Nash depuis le canapé. Beaucoup ? Elle lui tendit les sacs. Je pensais nous chercher à dîner. Cette gastro m'a épuisé, mais je meurs de faim. Nash hocha la tête et l'aida à mettre le repas sur la table de la cuisine. Heureusement que tu es resté à la maison et que tu t'es reposé. Exactement. Romy sourit et l'embrassa sur la joue. Parfois, il faut juste prendre soin de soi. Ils dînèrent et regardèrent un film. Romy se blottit contre lui sur le canapé, la tête sur son épaule, comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas passé 3 heures avec un autre homme à faire semblant d'être malade. Cette nuit-là, Nash resta éveillé, planifiant ses prochaines actions. Il avait besoin de plus d'informations, de plus de preuves de ce que Romy et ses complices manigançaient. Il avait besoin d'aide. L'atelier de Brox Kaman se trouvait à la limite du centre-ville de Boulder, coincé entre un magasin de pneus et un torréfacteur de café. Nash retrouva son vieil ami sous le capot d'une Subaru cabossée. De la graisse ruisselait sur ses avant-bras. Nash. Brox se redressa et s'essuya les mains avec un chiffon. C'est une surprise. Un camion qui te pose problème. Non, il faut que je parle. Nash jeta un coup d'œil autour de l'atelier. 2 autres mécaniciens travaillaient au fond, mais ils étaient concentrés sur leur propre projet. En privé, Brox étudia le visage de Nash, puis fit un signe de tête vers un petit bureau au fond. Le café est frais. Servez-vous. Le bureau était exigu et encombré, rempli de factures et de catalogues de pièces détachées. Brox ferma la porte et s'appuya contre son bureau. Que se passe-t-il ? Nash avait répété cette conversation, mais assis en face de son ami, les mots lui semblaient maladroits. Je crois que Romy me trompe. L'expression de Brox ne changea pas. Tu penses, ou tu sais, je sais. Nash sortit son téléphone et montra à Brox la vidéo qu'Ellis avait enregistrée. Il y a plus. Des nuits tardives, des appels mystérieux, des mensonges sur ses allées et venues. Brox regarda la vidéo 2 fois, la mâchoire serrée. Qui est ce type ? Silu. C'est tout ce que je sais. Nash rangea son téléphone dans sa poche. J'ai besoin de conseils. Tu as déjà vécu ça. L'ex-femme de Brox l'avait quitté 3 ans auparavant pour son coach personnel. Le divorce avait été brutal,
mais Brox s'en était sorti avec sa maison et son entreprise intacte. D'abord, Brox dit, ne fais rien de stupide. Pas de confrontation, pas de scène dramatique. Documente tout. Je le fais déjà. Bien. Ensuite, fais-toi aider par un professionnel, pas par un thérapeute. Je parle de quelqu'un qui peut creuser plus profondément que toi. Brox ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une carte de visite. Revrit l'âne. Elle est consultante en cybersécurité, mais elle travaille aussi dans le privé. Aide-moi à découvrir où mon ex cachait de l'argent. Nash examina la carte. Simple, blanche, avec du texte noir. Professionnelle. Elle est douée. La meilleure. Et il se trouve que c'est aussi une personne bien, ce qui est rare dans ce milieu. Brox se renversa dans son fauteuil. Attention, elle est chère. Mais si ta femme prépare quelque chose d'important, tu dois le savoir avant que ça n'arrive. Nash glissa la carte dans son portefeuille. Merci. Ne me remercie pas encore. La voix de Brox était grave. Si Romy joue à des jeux, tu vas bientôt découvrir à quel point ces jeux peuvent être sordides. Ce soir-là, Nash appela le numéro sur le carte. Une femme a répondu à la deuxième sonnerie. Revrit l'âne. Salut Brox. Camden m'a donné ton numéro. J'ai besoin d'aide pour une situation familiale. Un silence. Quel genre d'aide? Le genre pour lequel Brox a dit que tu étais doué. Je vois. On peut se voir demain? J'ai une place libre à 15 heures. Nash a vérifié son emploi du temps. J'arrive. Bien. Je t'envoie l'adresse par SMS. Étage M. Whittaker. Nash. Whittaker. Un autre silence. Plus long cette fois. Nash. Nash de l'UC Boulder. L'esprit de Nash est revenu 15 ans en arrière. Une jolie blonde dans son cours d'informatique. Des séances d'études à la bibliothèque. 3 rendez-vous avant son changement d'école. Revrit. Seigneur. Ça fait une éternité. Oui. Sa voix s'est légèrement réchauffée. Bon, ça devient intéressant. À demain, Nash. La ligne a été coupée. Que le bureau de réoccupait le dernier étage d'un entrepôt reconverti dans le centre-ville de Boulder. Nash l'a trouvé derrière un immense bureau entouré de plusieurs écrans et de suffisamment de matériel informatique pour diriger une petite entreprise technologique. Elle se leva lorsqu'il entra et Nash fut surprise de constater à quel point elle avait peu changé. Toujours blonde, toujours menue, toujours aussi confiante. Mais elle avait maintenant des rides autour des yeux et une lassitude qui n'était pas présente à la fac. Nash. Elle fit le tour du bureau et lui serra la main. Tu es superbe. La vie de couple te convient. Merci. Nash s'installa sur la chaise en face de son bureau. Brox a dit que tu pouvais aider. Ça dépend de tes besoins. Ray retourna à sa place. Raconte-moi tout. Nash raconta toute l'histoire. La vidéo d'Ellis. Les mensonges sur les cours de yoga. La réunion secrète au Canyon Café. Ray écouta sans l'interrompre, prenant parfois des notes sur un bloc-notes. Montre-moi la vidéo, dit-elle lorsqu'il eut terminé. Nash passa l'enregistrement sur son téléphone. Ray observa attentivement, son expression s'assombrissant. Ceci lu, tu ne connais pas son nom de famille. Non, je ne l'ai vu qu'une fois de loin. Mais tu es sûr que c'est récent? Ellis l'a enregistré il y a 4 jours. Ray a pris une autre note. Ta femme sait que tu as ça. Non, Ellis ne l'a montré qu'à moi. Bien. N'en parle à personne d'autre. Pas encore. Revry se renversa dans son fauteuil. Nash, je dois te demander, es-tu sûr de vouloir continuer comme ça? Une fois qu'on aura commencé à creuser, il n'y aura pas de retour en arrière. Si ta femme prépare quelque chose, tu vas apprendre des détails que tu ne voudrais peut-être pas savoir. Nash pensa à Ellis, dormant paisiblement dans son lit pendant que sa mère complotait dans la pièce d'un accent grave côté. J'ai besoin de savoir de ma fille. Ray hocha la tête. D'accord. J'aurai besoin d'accéder à l'empreinte numérique de ta femme, à ses comptes e-mail, à ses réseaux sociaux, à ses relevés téléphoniques. Peux-tu me donner tes mots de passe? Certains. Elle utilise le même mot de passe pour la plupart des choses.
Envoie-les-moi par SMS plus tard. Et puis, j'aurai besoin d'une avance. 5000 pour commencer. Nash grimaça, mais hocha la tête. Quand sauras-tu quelque chose? Donne-moi une semaine. Peut-être moins. L'expression de Ray s'adoucit. Nash, je sais que c'est dur, mais tu fais ce qu'il faut. Si elle a l'intention de prendre ta fille, elle ne le fera pas. Mais au moment même où Nash le disait, il se souvint de la voix de Marlène. Prépare les papiers avant qu'ils ne le sentent. J'espère que tu as raison, dit Ray. Mais soyons sûrs. 3 jours plus tard, le téléphone de Nash vibra, un SMS de Ray lui envoyant un message. J'ai besoin de te voir ce soir. C'est important. Ils se rencontrèrent dans un bar tranquille en périphérie de la ville. Ray portait une épaisse chemise en papier craft et une sacoche pour ordinateur portable. Elle avait l'air fatiguée. J'ai trouvé des choses, dit-elle en se glissant dans la banquette en face de lui. Ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Elle ouvrit la chemise et étala plusieurs pages imprimées sur la table. Ta femme a été occupée. Des comptes email qu'il ignorait. Des profils privés sur les réseaux sociaux et ceci. Elle lui tendit une chaîne de mail imprimée. Nash reconnut l'adresse de Romy en haut, mais le destinataire ne lui était pas familier. Silu est là. BrennanLawFirm.com. Nash a parcouru les messages. La plupart étaient des échanges personnels et des projets de rencontres, mais le dernier courriel lui a fait mal au cœur. Silu, la mère, pense qu'on devrait aller plus vite. Elle a trouvé un moyen de gérer la situation à la maison, et la question de la garde devrait être simple une fois que nous aurons documenté les épisodes de Nash. Ellis est assez jeune pour s'adapter. Peux-tu préparer les papiers d'ici la semaine prochaine? Je t'aime, Arash. J'ai lu le courriel 2 fois. Épisode. Continue de lire. Ray a pointé du doigt un autre jeu de papier. Je l'ai trouvé dans un compte Google Drive partagé. Le document était intitulé « Note de préparation à la garde ». Les mains de Nash tremblaient en lisant son emploi du temps, longues heures, week-end, manque d'implication. Documenter les cas de colère cri. Demander confirmation à Ellis. Irresponsabilité financière, jeu, alcool, instabilité émotionnelle, dépression, crise d'angoisse. Envisager une ordonnance restrictive temporaire pour plus de sécurité. Sous les notes, il y avait des photos. Nash fixait des images d'Ellis et Silas sur une aire de jeu. Ellis et Silas chez un glacier. Ellis et Silas construisent un bonhomme de neige. Tous deux dataient de 3 mois. Elle les présentait, dit Nash doucement. Ça empire. Ray sortit un autre document. Des relevés bancaires. Votre femme a ouvert un compte solo il y a 6 semaines. Elle transférait de l'argent par petits montants, pas assez pour déclencher des alertes, mais ça s'additionne. Elle a transféré près de 30 000 $. La vue de Nash se brouilla. C'est le fonds d'études d'Ellis. Il y a plus. Elle a également demandé une carte de crédit séparée en utilisant une fausse lettre de séparation de corps. La demande a été approuvée. Nash fixa les preuves étalées sur la table. Sa femme ne le trompait pas seulement. Elle démantelait systématiquement leur vie commune, se positionnant pour prendre leur fille et leur argent tout en le présentant comme un père indigne. Depuis combien de temps, demanda-t-il en se basant sur les traces numériques. Elle planifiait cela depuis au moins 4 mois, peut-être plus. La voix de Ray était douce. Nash, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre. Nash rassembla les papiers et les rangea dans le dossier. Que veux-tu d'autre? Je veux continuer à surveiller ses communications et je pense qu'on devrait faire des enregistrements. Si elle veut te faire passer pour instable, tu as besoin de preuves de ton comportement réel. Quel genre d'enregistrement, audio et vidéo, de tes interactions à la maison? Surtout si elle essaie de te provoquer dans une dispute. Ray fouilla dans son sac d'ordinateur et en sortit un petit appareil. C'est un dictaphone. Garde-le sur toi quand tu es à la maison. Si elle commence à te pousser à bout, tu auras la preuve de ce qui s'est réellement passé. Nash empocha l'appareil. Autre chose? Oui. Ne change pas ton comportement. L'important, c'est d'être un bon mari et un bon père. Ne lui laisse pas savoir que tu soupçonnes quoi que ce soit. Et surtout, ne quitte pas la maison. Dans les affaires de garde d'enfants, l'abandon du domicile familial peut être retenu contre toi.
Nash hocha la tête. Combien de temps avons-nous? D'après les emails, je dirais quelques semaines tout au plus. Elle avance vite. Ray ferma son ordinateur portable. Nash, tu dois voir un avocat rapidement. Peux-tu me recommander quelqu'un? Clint Jessup. Il a déjà traité des affaires comme celle-ci. Dis-lui que je t'envoie. Elle lui tendit une autre carte de visite. Et Nash, sois prudent. Si ta femme a des soupçons, tu sais, elle pourrait accélérer son échéancier. Nash rentra chez lui dans quelques jours. La maison était sombre, à l'exception de la lumière du porche. La voiture de Romy était garée dans l'allée, mais il pouvait voir la lueur de l'écran de son ordinateur portable à travers la fenêtre du salon pendant qu'il était assis dans son pick-up pendant un long moment à contempler sa maison. Demain, il appellerait Clint Jessup. Demain, il commencerait à monter son propre dossier. Ce soir, il rentrerait et ferait comme si tout était normal. Le cabinet de Clint Jessup ressemblait à une forteresse. Boiseries sombres, meubles lourds, étagères tapissées de textes juridiques. L'avocat lui-même était un homme compact d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard perçant qui ne manquait de rien. « Reddy, votre situation est compliquée », dit Clint en examinant le dossier que Nash avait apporté. Elle n'exagérait pas. Nash attendit que Clint lise les preuves. L'expression de l'avocate s'assombrissait à chaque page. « Votre femme a été minutieuse », dit Clint. « Enfin. Mais elle a aussi commis des erreurs. Cette chaîne de mai, par exemple, est une preuve évidente de préméditation, et ces transferts financiers pourraient constituer une fraude. Que pouvons-nous faire? Plusieurs choses. Premièrement, vous devez sécuriser vos actifs immédiatement. Transférez vos comptes personnels vers une autre banque. Créez un fonds fiduciaire pour les études de votre fille, auquel votre femme n'a pas accès. Documentez chaque centime manquant. Clint sortit un bloc-notes et commença à prendre des notes. Deuxièmement, nous devons remplir nos propres papiers. Je préparerai une requête en garde préventive, mais nous ne la déposerons pas avant d'être prêts à déménager. L'effet de surprise est crucial. Et la maison? Ne la quittez pas. Même pas une nuit. Dans le Colorado, l'abandon du domicile conjugal peut nuire à votre dossier de garde. Clint se pencha en avant. Mais plus important encore, vous devez commencer à rassembler des preuves de votre aptitude parentale. Documentez le temps passé avec votre fille. Conservez les reçus de tout ce que vous lui achetez. Prenez des photos de vos activités communes. Nash sortit l'enregistreur vocal que Reverie lui avait donné. Elle parla d'enregistrer des conversations. Astucieux. Si votre femme tente de vous provoquer dans une dispute, avoir une preuve audio de ce qui s'est réellement passé pourrait être précieux. Le regard de Clint se durcit. Nash, je dois vous prévenir, ce genre d'affaire peut vite dégénérer. Votre femme et sa mère prévoient de détruire votre réputation. Elles vous diront violent, instable, inapte à la garde. Êtes-vous prêt à cela? Nash pensa à Ellis, confiante et innocente, entraînée à mentir sur son propre père. Je suis prêt. Tant mieux, parce qu'on va combattre le feu par le feu. Clint ferma le dossier. J'aurai besoin d'une avance. 15 000 $ pour commencer. Le cœur de Nash se serra. Entre les honoraires de rêver et maintenant ça, ses économies fondaient à toute vitesse, mais il n'avait pas le choix. Je vous l'aurai pour demain. Cet après-midi-là, Nash visita 3 banques différentes, transférant de l'argent et ouvrant de nouveaux comptes. À la dernière étape, il rencontra un avocat spécialisé dans les fiducies, spécialisé dans la protection des biens en cas de divorce. Vous êtes à 2 doigts de la faillite, avertit l'avocat. Si les avocats de votre femme prétendent que vous cachez des biens, cela pourrait se retourner contre vous. Elle cache déjà des biens, dit Nash. Je protège juste ceux qui restent. Les formalités de la fiducie prendraient une semaine à finaliser, mais au moins les fonds d'études d'Ellis seraient en sécurité. Nash avait également découvert quelque chose d'inquiétant lors de son examen financier. Romy avait contracté une deuxième hypothèque sur leur maison. Les papiers portaient sa signature, mais Nash n'avait jamais rien signé. Sa femme avait imité son nom. Lorsque Nash rentra à la maison, il était plus de 18 heures. Ellis était dans le salon à regarder des dessins animés et à grignoter. Romy se tenait dans la cuisine, remuant quelque chose sur la cuisinière. « Comment s'est passé le travail » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Occupé » Désolé pour le retard.
Nash embrassa Elise sur la tête et rejoignit Romy dans la cuisine. Ça sent bon. Juste des spaghettis. Rien d'extraordinaire. Romy le regarda enfin et Nash vit une pointe de calcul dans ses yeux. Tu as l'air stressé ces derniers temps. Tout va bien? Juste des trucs de boulot. La période des budgets. Tu sais comment c'est. Même, Romy posa sa cuillère. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un. Un thérapeute ou quelque chose comme ça. Tu as été différente. Nash sentit un frisson lui parcourir le dos. Différente comment? Je ne. C'est pas maussade, distraite. Parfois, tu as l'air en colère sans raison. Sa voix était soigneusement désinvolte. Ça pourrait t'aider de parler à un professionnel. Je ne suis pas en colère. Nash garda un ton neutre, mais sa main se porta sur l'enregistreur vocal dans sa poche. Il appuya sur le bouton d'enregistrement. Tu vois, tu es sur la défensive. La voix de Romy prit un ton inquiet. Elise l'avait remarqué aussi. Elle m'a demandé hier si papa était en colère contre elle. Nash serra les dents. Elise jouait joyeusement en entrant. Elle semblait parfaitement normale. Elise a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. Nous le sommes tous les deux. Romy s'est rapproché et a posé sa main sur son bras. Je pense que tu devrais voir le docteur Palmer. Tu te souviens de lui? Il a aidé ton frère après son divorce. Nash fixait sa femme du regard. Elle le piégeait, essayant de lui inculquer un récit d'instabilité mentale. S'il refusait la thérapie, elle prétendrait qu'il était dans le déni. S'il acceptait, elle déformerait ses dires pour appuyer sa thèse. J'y réfléchirai, dit-il. Bien. Romy sourit et lui tapota le bras. Je t'aime, Nash. Je veux juste que tu sois heureux. Elle se retourna vers le fourneau en fredonnant doucement. Nash resta là un moment, la regardant préparer le dîner pour la famille qu'elle comptait détruire. Ce soir-là, il resta allongé dans son lit, écoutant la respiration de Romy. Elle s'était montrée inhabituellement affectueuse pendant le dîner, lui demandant comment s'était passée sa journée et lui suggérant de prendre bientôt des vacances en famille. Elise était restée normale et joyeuse, ne montrant aucun signe de l'inquiétude que Romy prétendait avoir exprimée. Le téléphone de Nash vibra, un SMS de Reverie lui parvint. Nouveau développement. Besoin d'un rendez-vous demain. Urgent. Nash effaça le message et fixa le plafond. Quoique Romy ait prévu, les choses s'accéléraient. Il sentait le temps filer comme du sable lui glissant entre les doigts. Mais il n'était plus le même homme qu'elle avait épousé 10 ans plus tôt. Il avait appris la patience en gérant une logistique complexe à l'entrepôt. Il avait appris la stratégie en observant ses supérieurs s'orienter dans la politique de l'entreprise. Plus important encore, il avait appris qu'un homme discret voit souvent plus que ce qu'on imagine. Romy avait commis une erreur cruciale. Elle l'avait sous-estimé. Nash avait rencontré Reverie au même bar qu'ils avaient fréquenté auparavant. Cette fois, elle avait l'air agitée, serrant fermement son sac d'ordinateur portable en se glissant dans le box. « On a un problème, dit-elle sans préambule. L'agenda de ta femme vient d'avancer. Très loin. » Elle ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers Nash. Un fil de discussion datant de plus tôt dans la journée s'affichait. Elle prévoit quelque chose pour ce week-end. Regarde ce message de sa mère. Nash lut le message. Romy Silas dit que les papiers sont prêts à être déposés. On devrait s'y prendre vite avant que Nash ne se méfie. Peux-tu l'énerver au point de faire une bêtise? On a besoin de ce rapport d'incident. Bisous, maman. Rapport d'incident. Nash leva les yeux vers Ray. Ils veulent que tu te calmes. Fais quelque chose. Ils peuvent appeler la police pour troubles conjugaux. Peut-être même pour agression s'ils arrivent à te pousser assez loin. Le visage de Ray était sombre. Avec un rapport d'incident au dossier, leur dossier de garde devient bien plus solide. Nash se sentit mal. Ils veulent que je la frappe, que je l'attrape, que j'élève la voix suffisamment fort pour que les voisins se plaignent ou que je casse quelque chose sous le coup de la colère. Tout ce qu'ils peuvent présenter comme un comportement violent. Ray, ferme l'ordinateur. Nash, tu ne peux pas mordre à l'hameçon. Quoi qu'elle fasse, peu importe comment elle te provoque, tu dois rester calme. Je ne suis pas violent. Je le sais. Mais les gens stressés font des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Et ta femme sait exactement sur quoi appuyer.
Ray se pencha. J'ai une idée, mais tu ne vas pas aimer. Quoi? On lui donne ce qu'elle veut. En quelque sorte. Ray sortit son téléphone. Tu vas faire une dépression, mais ce sera le genre de crise qui aidera ta cause, pas la sienne. Nash la fixa du regard. Explique-moi. Crise d'angoisse. Épisode de panique. Quelque chose qui te fait paraître vulnérable et compatissant. Pas violent et dangereux. Si elle l'enregistre, et elle aura notre propre enregistrement qui montrera exactement comment elle t'a manipulé pour y arriver. Je ne sais pas simuler une crise de panique. Tu n'as pas besoin de simuler. Le stress que tu ressens est réel. On va juste le canaliser. Ray sortit une vidéo sur son téléphone. Voilà à quoi ressemble une véritable crise d'angoisse. Respiration lourde, mains tremblantes, sentiment d'être dépassé, rien d'agressif. Nash regarda la vidéo, perturbé par la familiarité de certains symptômes. Il avait du mal à dormir et ressentait une tension constante dans la poitrine. Tu crois vraiment que ça va marcher? Si elle essaie de te provoquer à la violence et que tu es en pleine crise mentale, ça fragilise son récit. Tu deviens la victime, pas la menace. Ray rangea son téléphone, mais le timing est primordial, et il faut s'y investir à fond. Ce week-end-là, Nash se prépara soigneusement. Il installa une petite caméra dans le salon, cachée derrière un cadre. Il chargea un dictaphone et testa sa portée. Plus important encore, il se prépara mentalement à ce que Romy préparait. Le samedi se passa normalement. Romy était inhabituellement joyeuse, préparant des pancakes pour le petit déjeuner et proposant d'emmener Ellis au parc, mais Nash remarqua qu'elle consultait constamment son téléphone, comme si elle attendait quelque chose. Dimanche soir, Ellis était dans sa chambre en train de travailler sur un projet scolaire lorsque Romy aborda Nash dans la cuisine. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'un ton soudain sérieux. « De quoi? De nous? De ce mariage ?» Romy s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Je ne suis pas heureuse, Nash. Ça fait longtemps. » Nash sentit son pouce accélérer, mais il garda une voix calme. « Comment ça? On ne travaille plus. Tu es distant. Tu es lunatique. Tu ne me parles presque plus. » Sa voix s'éleva légèrement. « Et maintenant, tu fais peur à Ellis avec ton comportement. » « Je ne fais pas peur à Ellis. »« Si, tu fais peur. Elle m'a dit qu'elle avait peur de te demander de l'aide pour ses devoirs, de peur que tu ne lui cries dessus. » Les yeux de Romy brillèrent d'une lueur qui ressemblait à de la satisfaction. Un enfant ne devrait pas avoir peur de son propre père. Les poings de Nash se serrèrent. Ellis avait demandé de l'aide en maths le matin même, riant quand il faisait des voix ridicules en expliquant les fractions. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et ça empire. Romy a poussé du comptoir, se rapprochant. Je pense que vous avez besoin d'une aide professionnelle. Une véritable aide, pas seulement la thérapie. Peut-être des médicaments. Il n'y a rien de mal avec moi. Regardez-vous, Nash. Regardez comment vous agissez en ce moment. Vous vous fâchez parce que j'essaie de vous aider. La voix de Romy a pris un ton condescendant. C'est exactement ce dont je parle. Nash sentit sa poitrine se resserrer. L'enregistreur dans sa poche capturait chaque mot, mais il pouvait aussi voir le téléphone de Romy soumis à un bol de fruits, son appareil photo le montrait directement. « Je ne suis pas en colère », a-t-il dit. Mais sa voix sonnait même tendue à lui-même. « Oui, tu le es. Tu es toujours en colère maintenant. Au travail, à la maison, chez moi, chez Ellis. » Romy se rapprocha, sa voix tombant vers un chuchotement cruel. « Pas étonnant qu'elle ne veuille plus passer du temps avec toi. » La respiration de Nash a commencé à arriver plus vite. C'était pour le moment que Reverie l'avait préparé. Il a laissé le stress, la peur et la trahison des dernières semaines remonter à la surface. « Arrêtez-vous, dit-il, sa voix se brise. « Arrêtez quoi? » Dire la vérité. Les yeux de Romy étaient brillants avec un plaisir malveillant. « Tu sais ce que Ellis m'a dit hier? Elle a dit qu'elle souhaitait que Silis soit son papa au lieu de toi. » Nash sentit que quelque chose se casserait dans sa poitrine. Pas de colère, quelque chose de plus profond et de plus douloureux. L'air semblait quitter ses poumons à la fois. Ses mains ont commencé à trembler. Elle n'a pas dit cela, mais même pendant qu'il parlait, Nash se sentait tomber dans la panne. Les tremblements dans ses mains se répandaient les bras.
Sa vision a commencé à tunnel. Elle l'a dit parce que Silas est gentil avec elle. Il l'écoute. Il ne la fait pas peur. La voix de Romy était implacable. Il va être un bien meilleur père que vous ne l'avez jamais été. Nash agrippa le bord du comptoir, sa respiration rapide et peu profonde. La panique était réelle maintenant, nourrie par des mois de trahison et l'idée de perdre sa fille. Mais il se souvenait des conseils de rêver. Pas de violence, pas de colère, juste une vulnérabilité. Je ne peux pas ne pas respirer, halta-t-il. Oh, s'il vous plaît. Le ton de Romy était dédaigneux. Ne soyez pas si dramatique. Nash a glissé le long de l'armoire jusqu'à ce qu'il soit assis par terre, la tête dans ses mains. Son corps entier tremblait maintenant. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. Pendant un moment, l'expression de Romy clignote d'incertitude. Ce n'était pas l'explosion de la rage qu'elle avait essayé de provoquer. Non, je ne peux pas l'arrêter, chuchota Nash. Je ne peux pas l'arrêter. De l'étage est venu le son de l'ouverture de la porte d'Ellis. Maman, papa, tout va bien? Romy a rapidement attrapé son téléphone, arrêtant l'enregistrement. Tout va bien, chérie. Papa est juste fatigué. Nash leva les yeux vers elle, des larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, l'émotion était complètement authentique. Pourquoi tu me fais ça? Romy le regarda, la confusion remplaçant le calcul dans ses yeux. Cela n'allait pas comme prévu, papa. Ellis est apparue dans la porte, les yeux écarquillés d'inquiétude. Nash essuya son visage et prit un souffle frissonnant. Je vais bien, gamin. Juste avoir une journée difficile. Ellis a couru vers lui et a enroulé ses bras autour de son cou. C'est bon, papa. Parfois, j'ai aussi peur. Nash serra fermement sa fille dans ses bras, tirant la force de sa solide chaleur. Au-dessus de sa tête, il a rencontré les yeux de Romy. Sa femme avait l'air secouée, incertaine pour la première fois depuis des mois. Peut-être que tu devrais aller s'allonger. Dit Romy tranquillement. Nash hocha la tête et se leva. Ellis s'accroche toujours à lui. Ouais, je pense que je le ferai. Cette nuit-là, il a écouté l'enregistrement qu'il avait fait. 30 minutes de Romy essayant systématiquement de le provoquer de la violence, suivi de sa rupture. Le contraste était une cruauté frappante ou délibérée par rapport à sa véritable détresse. Il a téléchargé le fichier dans son dossier sécurisé et fait des copies de sauvegarde. Demain, il appelait Clint Jessup. Il était temps d'arrêter de jouer à la défense. Out. Les mains de Nash étaient stables alors qu'il redressait sa cravate dans le miroir de la salle de bain. Aujourd'hui était le jour où il se préparait à l'aboutissement de semaines de planification minutieuse et de collecte de preuves. « Tu as l'air bien » dit Romy depuis la porte de la chambre. Réunion importante, session de médiation. N'oubliez pas que nous avons discuté de la semaine dernière. La voix de Nash était calme, professionnelle. J'ai pensé que ce serait bien pour nous de parler de nos problèmes avec une partie neutre. L'expression de Romy a scintillé de surprise après sa dépression le dimanche précédent. Elle l'avait traité avec une inquiétude prudente, comme s'il pouvait se briser à tout moment. La suggestion de médiation lui avait attrapé le hors-garde, mais elle avait accepté, pensant probablement que c'était une autre étape vers le récit qu'elle construisait. À droite. Le bureau du docteur Ulbrook. Docteur Chin, en fait, un médiateur différent. Je vais vous envoyer un SMS à l'adresse. Nash a ramassé sa mallette lourde avec des documents imprimés et des disques de sauvegarde. Rendez-vous là-bas à 2. Bien sûr. Romy sourit, mais Nash a attrapé l'incertitude dans ses yeux. Je pense que ce sera bon pour nous. Nash s'est rendu au bureau de Clint Jessup où l'avocat attendait avec les derniers préparatifs. Tout le monde est confirmé, a déclaré Clint, en révisant ses notes. Le médiateur, votre femme, sa mère et ce personnage de Silas. Ils pensent qu'ils arrivent à une discussion pacifique sur les arrangements de coparentation et ils n'ont aucune idée de ce que nous avons. Aucun. Résurveillez leur communication. Pour autant qu'ils le sachent, vous êtes toujours l'homme brisé qui a eu une crise de panique dans sa cuisine. Le sourire de Clint était tranchant. Ils entrent dans une embuscade. Le bureau de médiation était dans un bâtiment professionnel du centre-ville avec un décor neutre et un éclairage doux conçu pour promouvoir une discussion calme. Nash est arrivé en premier, s'installant sur une chaise à la table de la conférence avec sa mallette à ses pieds. Romy est arrivé ensuite,
accompagnées de Marlène. Les deux femmes portaient des expressions de préoccupation sympathiques comme si elles étaient là pour aider un membre de la famille en difficulté. Ils ont pris des sièges en face de Nash. « Comment vous sentez-vous » demanda Romy, se déplaçant à travers la table pour toucher sa main. « Je m'inquiète pour toi. »« Mieux, merci. » Nash n'a pas retiré sa main. « Je pense que c'est la bonne étape. » Le docteur Chin, le médiateur, est entré avec son assistant. C'était un homme calme et professionnel dans la soixantaine qui s'est spécialisé dans les différends familiaux. Il a expliqué le processus et les règles de base, soulignant l'importance de la communication honnête. « Nous nous attendons à un autre participant », a déclaré Clint alors qu'ils étaient sur le point de commencer. Un de plus. Romy fronça les sourcils. « Je pensais que c'était juste de la famille. » La porte s'est ouverte et C.U. Brennan est entré. Il était plus jeune que Nash ne s'attendait, probablement au début des années 30, avec le port confiant de quelqu'un habitué à se faire. Son costume coûteux et ses chaussures polies criaient avocat. Romy est devenu pâle. « Silas, qu'est-ce que tu fais ici ?» « Je l'ai invité, » dit doucement Nash. Comme cette situation l'implique, je pensais qu'il devrait faire partie de la discussion. Silas regarda entre Nash et Romy, clairement confus. Ce n'était pas ce qu'il attendait non plus. Monsieur Brennan, le docteur Chan, a déclaré « Veuillez prendre place. » Monsieur Whittaker a demandé votre participation à cette médiation. C.U. était assis à côté de Marlène, qui semblait vouloir se boulonner de la pièce. Le plan prudent qu'ils ont exécuté a été soudainement éloigné de leur contrôle. Maintenant, le docteur Chin a déclaré « Monsieur Whittaker a appelé cette médiation pour discuter des préoccupations concernant son mariage et sa situation familiale. » Nash, aimeriez-vous commencer ? Nash a ouvert sa mallette et a sorti un dossier de manille. « Je vous remercie. » Il a placé une photo imprimée sur la table, un cadre immobile de la vidéo d'Ellis montrant Romy et Silas s'embrassant sur le canapé de Marlène. « J'aimerais commencer par reconnaître que ma femme a une liaison avec Monsieur Brennan. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Romy regarda la photo comme si elle pouvait disparaître. Le visage de Silas est devenu rouge, puis blanc. « Nash, » dit Romy faiblement. « Je peux expliquer. Veuillez ne pas interrompre. » La voix de Nash est restée calme et niveau. « Docteur Chin, cette médiation est enregistrée. » Corrigé. « Oui, avec le consentement de chacun comme indiqué dans l'accord que vous avez tous signé. » Bon. Nash a sorti un autre document. « Je voudrais jouer des enregistrements audio qui sont pertinents pour notre discussion. » Il a mis un petit haut-parleur sur la table et appuyé sur le jeu. La voix de Romy a rempli la pièce. « Je ne peux pas croire à quel point il est ignorant. » La voix de Silas. « Des hommes comme Nash ne le voient jamais venir. » La voix de Marlène. « Préparez les papiers avant de le sentir. » Nash a laissé l'enregistrement jouer pendant 30 secondes avant de l'arrêter. Romy avait l'air malade. Marlène regardait la table. Silsus calculait, essayant probablement de déterminer si tout cela pouvait être utilisé contre lui légalement. Cet enregistrement a été réalisé par ma fille de 8 ans pendant son séjour chez Marlène. Nash a dit par inadvertance, bien sûr. Enfant en technologie. Vous savez comment c'est. Le docteur Chin prenait des notes détaillées. Ce sont de sérieuses allégations, Monsieur Whittaker. Ils sont sur le point de devenir plus sérieux. Nash a sorti une épaisse pile de mails imprimés. Ce sont des communications entre ma femme et Monsieur Brennan, discutant de leur plan pour obtenir la garde de ma fille par des moyens frauduleux. Il a lu le premier email. Maman pense que nous devrions nous déplacer plus vite. Elle a trouvé un moyen de gérer la situation de la maison et les trucs de garde devraient être simples une fois que nous avons documenté les épisodes de Nash. Romy a trouvé sa voix. Vous avez piraté mon email ? C'est illégal. En fait, Clint a déclaré que parlant pour la première fois au Colorado, découvrir des preuves de fraude est protégé par la doctrine du privilège matrimonial, mais nous pouvons en discuter plus tard. Nash a continué à lire. Ellis est assez jeune pour qu'elle s'ajuste. Pouvez-vous préparer les documents d'ici la semaine prochaine ? Il a posé l'email et a retiré les relevés bancaires. Ces documents montrent un transfert systématique des actifs conjugaux au compte que ma femme a ouvert à mon insu. Environ 30 000 $, y compris le fonds universitaire de ma fille. Le docteur Chin écrivait furieusement. Monsieur Brennan,
représentez-vous Madame Whittaker à titre juridique? Silis avait l'air piégé. C'est très irrégulier. Je devrais consulter mes partenaires auparavant. Bien sûr. Nash sourit froidement. Mais d'abord, permettez-moi de partager un enregistrement de plus. Il a joué l'audio à partir de sa ventilation de la cuisine, en commençant par les provocations délibérées de Romy et se terminant par son effondrement émotionnel. Quand il a terminé, la pièce était silencieuse. Cela a été enregistré dimanche soir dernier. Nash a déclaré, « Ma femme tentait de me provoquer des violences afin qu'elle puisse déposer un rapport de police. Au lieu de cela, j'ai eu ce que mon médecin a diagnostiqué comme une réaction de stress aigu provoquée par la violence émotionnelle. » Time estampé et vérifié. Nash regarda la table de sa femme. Des larmes manipulatrices auxquelles il s'était habitué. C'étaient des larmes de panique et de défaite. « Je t'ai fait confiance, dit doucement Nash. Je t'aimais et tu prévoyais de me détruire et de voler ma fille. Nash, s'il te plaît. Nous avons fini ici. » Nash a ramassé sa mallette. Docteur Chin, merci pour votre temps. Votre poste pour aider à commettre une fraude n'est pas excellente pour votre carrière juridique. Le sourire de Clint était sombre. Il fait également l'objet d'une enquête par le barreau d'État. Je doute qu'il pratiquera à nouveau le droit. Ils ont descendu les marches du palais de justice ensemble. Nash se sentait plus léger qu'il ne l'avait fait depuis des mois, mais aussi étrangement vide. La trahison était derrière lui, mais les dommages à sa famille mettraient des années à guérir. Et Marlène? Elle fait aussi face à des accusations. Conspiration pour commettre une fraude, accessoire à la contrefaçon. À son âge, elle aura probablement une probation, mais son implication est bien documentée. Clint s'est arrêté au bas des marches. Nash, je dois demander, comment allez-vous avec tout cela? Nash, considérez la question. Ellis est en sécurité. Elle est avec moi. C'est ce qui compte. Et le reste était un mensonge. C'était depuis des mois, peut-être des années. Je ne pleure pas quelque chose qui était déjà mort. Nash a serré la main de son avocat. Merci, Clint, pour tout. Merci d'être venu préparer. Le plus les clients de votre situation sont trop émotifs pour penser stratégiquement. Vous avez parfaitement joué. Nash est rentré à la maison pour trouver Ellis dans le bâtiment de l'arrière-cour, un fort dans de vieilles boîtes en carton. Elle leva les yeux quand il s'approcha, son visage s'allumant avec un sourire qui lui rappelait pourquoi il avait combattu si fort. « Papa, regarde ce que j'ai fait. C'est incroyable, kiddo. Est-ce assez grand pour 2 personnes? Peut-être. Tu es assez grand. » Ellis gloussa et esquiva dans la structure du carton. Comment était la cour? Nash avait été honnête avec Ellis au sujet du divorce, l'expliquant en termes d'un enfant de 8 ans pouvait comprendre. Elle savait que maman avait fait de mauvais choix et ne vivrait plus avec eux. Elle savait aussi que papa travaillait dur pour la garder en sécurité. Corps était bon. Tout est installé maintenant. Cela signifie-t-il que maman n'essaiera pas de m'emmener? Le cœur de Nash se serra. Ellis avait entendu plus qu'il ne l'avait réalisé au cours de ces dernières semaines. Non, chérie. Vous restez ici avec moi. Bon. Ellis sorta la tête du fort. Pouvons-nous avoir une pizza pour le dîner? Absolument. Ce soir-là, alors qu'Ellis travaillait sur les devoirs à la table de la cuisine, Nash a reçu un appel de Ray. J'ai entendu les nouvelles, a-t-elle dit. Félicitations. Merci pour tout. Je n'aurais pas pu faire cela sans votre aide. Vous l'auriez finalement compris. Vous êtes plus intelligent que vous ne vous en accordez. Ray fit une pause. Comment Ellis gère-t-il tout? Nash a regardé sa fille colorer soigneusement une feuille de travail mathématique, sa langue se concentrait en concentration. Elle est résiliente. Les enfants s'adaptent plus rapidement que les adultes. Et comment gérez-vous tout? Un jour à la fois, Nash s'est rendu compte qu'il le pensait. En fait, je voulais demander, êtes-vous libre ce week-end? Ellis a posé des questions sur votre fille, Maya. Je pensais que nous pourrions peut-être organiser une date de jeu. J'aimerais ça. Mia a également posé des questions sur Ellis. La voix de Ray s'est réchauffée. Ce serait bien pour eux d'être avec d'autres enfants à des situations similaires. Des situations similaires, un divorce, des parents célibataires, des familles reconstruites.
ça les aide à se sentir moins seuls. Ray fit une pause. Cela aide également les parents à se sentir moins seuls. Nash a souri pour la première fois depuis des semaines. Samedi après-midi travail pour vous. Parfait. Je vais apporter des collations. La dernière audience du tribunal était prévue pour un gris jeudi matin de novembre. Nash s'est assis dans la galerie avec Clint, regardant le juge examiner le dernier des documents financiers. Votre honneur, a déclaré le procureur, l'État demande une restitution immédiate pour l'hypothèque frauduleuse, plus les pénalités et les intérêts. Le total s'élève à 237 000 $. Nash regarda dans la salle d'audience de Romy, qui s'assit entre son défenseur public et sa mère. Elle avait l'air plus de 36 ans, épuisée par des mois de bataille juridique et d'humiliation publique. Marlène avait l'air également vaincue, sa façade soigneusement entretenue s'effondrait sous le poids des accusations criminelles. Madame Whittaker. Le juge Mitchell a déclaré, vous comprenez que cette restitution est distincte de tout jugement civil que votre ex-mari pourrait poursuivre? Oui, votre honneur. La voix de Romy était à peine audible. Et vous comprenez que le non-paiement entraînera des sanctions pénales supplémentaires? Oui, votre honneur, Clint se pencha vers Nash. Voici la meilleure partie. Le juge Mitchell a ouvert un autre dossier. J'ai également examiné les accords prénuptiels signés par les deux parties avant le mariage. Monsieur Jessup, est-ce que vous expliqueriez la section 12 pour le dossier? Clint se tenait. Le visage de Roy devient blanc. Ensuite, vous comprenez que la fraude hypothécaire constitue une violation de cet accord. Oui, votre honneur. Le juge Mitchell a signé plusieurs documents. Discutoire de la maison. Courtoise, Nash a marché avec Clint vers le parking. Comment fait-c'est? Demanda Clint. Comme la justice. Nash a sorti son téléphone pour vérifier l'heure. Il avait besoin de récupérer Ellis à l'école bientôt. Que se passe-t-il ensuite? Romy doit vendre la maison de sa mère pour payer la restitution et les dommages. Je n'ai jamais vu personne revenir de ce niveau de trahison systématique aussi fort que vous. J'ai eu de l'aide et j'avais de la motivation. Nash pensait à Ellis, qui dormait mieux depuis la finalisation de l'ordre de garde. Quand quelqu'un menace votre enfant, vous trouvez de la force que vous ne saviez pas que vous aviez. Certes, mais vous avez fait plus que survivre cela. Vous l'avez transformé en une victoire stratégique. Cela prend une sorte de discipline spéciale. Nash haussa les épaules. Ils m'ont sous-estimé. Romy pensait que j'étais faible parce que je suis calme. Marlène pensait que j'étais stupide parce que je leur faisais confiance. Silas pensait que je n'étais pas pertinent parce que je n'étais pas avocat. Et qu'est-ce qu'ils étaient? Nash sourit le premier sourire vraiment heureux qu'il avait ressenti en près d'un an. Mal 6 mois plus tard, Nash se tenait dans son arrière-cour en regardant Ellis et Maya construire un parcours d'obstacles élaboré pour le chien de Mia. Le printemps était venu tôt à Boulder et les filles tirent le meilleur parti du temps chaud. Ils vont porter un mauvais Buster, a déclaré Reverie, rejoignant Nash sur le pont avec 2 verres de thé glacé. Buster aime chaque minute. Nash a accepté le verre avec gratitude. Merci pour cela et pour tout le reste. Arrêtez de me remercier. Nous sommes amis. Ray s'est installé sur le fauteuil à côté de la sienne. Comment est le nouvel emploi? Nash avait quitté l'entrepôt il y a 3 mois pour prendre position en tant que directeur des opérations pour une entreprise de logistique au centre-ville. De meilleures heures, un meilleur salaire, et surtout, un horaire qui lui a permis d'être plus présent pour Ellis. Bon. Différent. J'ai oublié à quel point j'aime résoudre des problèmes complexes. Nash a regardé Ellis démontrer une bonne technique de saut pour Maya. Ellis est aussi prospère. Son professeur dit qu'elle est plus confiante cette année. Les enfants sont résilients. Donnez-leur de la stabilité et de l'amour, et ils rebondissent de presque tout. Une moto gronda dans l'allée. Brox Camden est apparu au coin de la maison portant une glacière et portant un sourire. Désolé, je suis en retard. J'ai été tenu à la boutique. Il a posé la glacière et a retiré 3 bouteilles de bière de Racine. Mesdames, il a appelé les filles qui veulent une boisson fraîche. Ellis et Maya ont couru, bavardant avec enthousiasme à propos de leur réalisation du parcours d'obstacles. Brox a écouté sérieusement leur description, posant des questions détaillées sur la technique et la stratégie. Oncle Brox, Ellis a dit, saviez-vous que papa avait battu 3 méchants devant le tribunal? Les yeux de Brox scintillaient. 3 méchants, hein?
C'est assez impressionnant. Maman et grand-mère Marlène et l'homme moyen n'avocat. L'expression d'Ellis est devenue sérieuse. Mais papa était plus intelligent que tous. Ton père est un gars assez intelligent. Brox a accepté. Et qu'est-ce que tu penses le rendre plus intelligent? Ellis le considérait soigneusement. Il ne s'est pas mis en colère. Il a plutôt fait un plan. Nash sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Sa fille a compris, au moins à sa manière, ce qui s'était passé et pourquoi. C'est exactement vrai, a déclaré Brooke. Parfois, les plus calmes sont les plus dangereux. Dangereux? Ellis gloussa. Papa n'est pas dangereux. Il fait des crêpes le samedi matin. Galerie bruyante et en colère. Le genre qui perdure et planifie et protège ceux qui comptent. Brox applaudit Nash sur l'épaule. Vous n'avez pas seulement gagné, mec. Vous avez surpassé 3 serpents à leur propre jeu. Nash sourit, se souvenant des paroles de Clint il y a des mois. Ils ont sous-estimé le mauvais homme calme. Putain de bien ils l'ont fait. Ce soir-là, après qu'Ellis dormait et que Brox s'était rentré chez lui, Nash s'est assis sur son pont avec une tasse de café dans son ordinateur portable. Il avait tout documenté, non plus à des fins juridiques, mais pour Ellis. Un jour, quand elle était plus âgée, elle pourrait vouloir comprendre ce qui s'était passé et pourquoi. Son téléphone bourdonnait d'un texte de rêverie. Merci pour un super après-midi. Ma ne peut pas arrêter de parler du parcours d'obstacles. Même heure la semaine prochaine. Nash a tapé, dans l'attente. Il a mis le téléphone de côté et a regardé sa cour, paisible dans le crépuscule de rassemblement. Quelque part à travers la ville, Romy vivait probablement dans un petit appartement, travaillant un emploi qui couvrait à peine ses loyers et ses obligations légales. Marlène faisait face à la sienne des circonstances réduites, sa retraite confortable brisée par des frais juridiques et des paiements de restitution. Nash n'a ressenti aucune satisfaction dans leur chute, seul le soulagement que la menace pour sa famille avait été neutralisée. Il avait riposté, non pas par colère ou vengeance, mais par amour pour sa fille et le respect de la vérité. La porte de l'écran s'ouvrit derrière lui. Ellis est apparue en pyjama, frottant les yeux endormis. « Papa, j'ai fait un mauvais rêve. » Nash ouvrit les bras, et elle grimpa sur ses genoux, se recroquevillant contre sa poitrine comme elle le faisait quand elle était plus petite. « Vous voulez en parler? J'ai rêvé que les mauvais gens sont revenus et ont essayé de m'emmener à nouveau. » Nash la tenait plus serrée. « Cela ne se produira jamais, Kiddo. Je promets. » « Comment le savez-vous? » « Parce que je te protégerai toujours. C'est mon travail en tant que père. » Nash lisse ses cheveux de son front. « Et parce que les mauvaises personnes ont appris qu'essayer de blesser notre famille était une très grosse erreur. » Ellis était silencieux pendant un moment. « Êtes-vous triste pour maman? » Nash a réfléchi honnêtement à la question. « Je suis triste à propos de la personne que je pensais qu'elle était. Mais je ne suis pas triste de la personne qu'elle était vraiment parce que cette personne n'était pas bonne pour nous. Elle me manque parfois, mais pas la effrayante, juste la maman qui avait l'habitude de lire des histoires. Il est normal de manquer les bonnes parties. Les gens sont compliqués. » Nash embrassa le sommet de la tête d'Ellis. « Ce qui compte, c'est que vous êtes en sécurité et aimé, et cela ne changera jamais. » Ellis bâilla et se blottit plus profondément dans ses bras. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Kiddo, plus que tout au monde. » Nash était assis là en tenant sa fille tandis que les étoiles sortaient, sentant quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années. Paix. L'homme calme avait protégé ce qui importait le plus, et c'était suffisant. Le passé était derrière eux. L'avenir s'était étendu, plein de possibilités. Ils allaient très bien.